Bonjour et bienvenue à cette première émission de l'Info que j'anime en studio. Mon nom est Marie-André Dupéré et voici mon invité, Gabriel Thériault. Bonjour Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Très facilement, oui. Très facilement. Allons-y vers le tutoiement. Parfait. J'ai une première question pour toi. Oui. Tu es un écrivain. Grande question existentielle. Qui es-tu? D'où viens-tu? Fier Léonardois. C'est dans la circonstance puisque nous sommes directement depuis les studios de Saint-Léonard-d'Aston. Donc, je viens de Saint-Léonard-d'Aston. J'ai complété des études en histoire qui ont été très importantes pour ma formation justement d'auteur, aider à construire une pensée critique rigoureuse pour la cohérence, la vraisemblance des intrigues. On réfléchit en histoire beaucoup à toutes ces données-là. Fait que quand tu transfères ça dans un roman, ça peut être payant, surtout que mes premiers romans ont été du roman historique. J'ai fait, c'est ça, pour revenir à ma formation, j'ai fait une maîtrise en histoire médiévale. Puis par la suite, ou de manière assez concomitante, j'ai écrit mes premiers romans, qui sont des romans qui se déroulent au Moyen Âge, au 11e siècle pour être plus précis. En France, j'ai en quelque sorte récupéré la matière historique que j'avais développée dans ma thèse pour en faire une façon de vulgariser tout ce savoir-là, tout en construisant un récit qui se veut intéressant, palpitant, tout ce qu'on recherche dans un récit. Puis ça me permettait de briser un peu cette tour d'ivoire-là, puis me permettre de mettre de l'avant, puis de partager surtout ces savoirs-là. Quand on est au cycle supérieur, souvent on est un peu tout seul dans notre bulle, puis ça me permettait justement de jaser, en quelque sorte, de mon sujet. Puis une fois que la glace était brisée, ben là, ça m'a donné la piqûre, puis j'ai continué. Puis là, je suis rendu à 11 romans. Fait que c'est les premiers romans médiévaux, c'était en 2009. Ça s'appelait, c'est une série, une trilogie de 3 romans, le premier étant Les Exaltés. Ça m'amène à te poser une question. Est-ce que c'est plus l'écriture qui t'a passionné ou l'histoire? J'imagine c'est les deux, là, parce qu'on parle de ton cursus. C'est vraiment les deux, ta passion. Mais en premier lieu, est-ce que c'était plus l'histoire ou c'était vraiment dans un but d'écrire? Bien, l'histoire, en fait, je pense en histoire, on peut étudier toutes sortes de sources. On peut avoir des sources très arides comme des textes juridiques ou des espèces de... Je cherche le terme, là, mais des inventaires si je reste au Moyen-Âge, même de nourriture qu'il y avait pour en apprendre plus sur l'alimentation puis le quotidien. Mais moi, j'étais dans les sources très littéraires, les chroniques qui racontent, dans le fond, moi, c'était les premières croisades, les guerres du roi Louis VII. Fait que déjà, on était proche de la matière littéraire, on était dans un univers proche, oui, c'est ça. Là. Puis, fait que ces idées-là, ces images que pouvait susciter en moi la lecture de ces chroniques-là, nourrissaient mon inspiration, puis mon goût de faire tout ce que j'ai dit tantôt, raconter des histoires, là, raconter des histoires, puis raconter l'histoire. Donc, c'est dur pour en revenir à ta question, puis pour lui répondre directement, c'est dur de dire qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Là, c'est mélange des deux. C'est à la fois pour faire de l'histoire, puis à la fois pour faire la littérature que j'écris. Mais plus le temps avançait, puis plus que j'ai voulu renouveler les genres, le côté historique a pris moins de place dans mes dernières œuvres, parce qu'on y reviendra sûrement, mais là, j'ai écrit des romans plus d'horreur depuis quelques années. Et là, dans ce domaine-là, il n'y a pas ce besoin ou cette urgence de raconter l'histoire. Là, on est dans les histoires. Puis, donc, c'est une façon peut-être un peu détournée de répondre à ta question, mais j'espère que ça lui répond quand même. C'est parfait. Tu as 11 romans, si je ne me trompe pas, à ton actif? Oui, depuis 2009, ça en fait 11 maintenant. Donc, 2009, le premier, tu as enchaîné quand même l'écriture, hein? Puis c'est des briques, là. Pas tous, mais mes romans historiques sont assez volumineux. Puis, en fait, les romans historiques, non seulement c'est plus volumineux, parce que j'ai souvent plus de choses à raconter, puis je veux tout couvrir, je veux parler de toutes sortes d'éléments historiques que je trouve intéressants à raconter, que je découvre dans mes recherches. Mais ça m'amène à faire des romans de plus en plus larges, parce que je veux couvrir donc de plus en plus épais, parce que je veux couvrir plus de choses. Mais les romans d'horreur...
quand j'en fais, j'ai pas ce souci-là d'informer ou de transmettre. Fait que là, je peux faire des histoires souvent plus ramassées. Plus courtes. C'est des choses quand même. Ça, c'est du 40 000 mots. Puis les romans historiques, c'est du. Je ne vais pas dire des conneries, mais 140 000, ouais, c'est ça, de mémoire. Fait que c'est presque 3 fois, mais c'est sûr que c'est plus de travail, plus de temps. Mais l'écriture de ces petits romans-là, ben, petit 40 000 mots, c'est quand même pour c'est le format assez standard désormais là, de l'édition. Dans le marché, 40 000 mots, c'est ce que les éditeurs aiment. Mais cet exercice-là à ramasser puis à faire des histoires de 40 000 mots m'a permis de travailler ma concision puis d'être capable même de l'utiliser dans les romans historiques, parce que si on regarde Et le monde brûla, certes, c'est volumineux, à 140 000 mots, mais en même temps, c'est 4 histoires d'à peu près 35 000 mots, ils se rendent compte, quelques histoires se rendent compte un peu, mais c'est surtout 4 points de vue sur le début de l'invasion germano-soviétique en juin, juillet ou septembre 1941. Fait que c'est comme 4 histoires en une. Fait que certes, c'est volumineux, mais en même temps, c'est un gros effort de concision, puis chaque histoire est assez ramassée, puis assez bref. Ça fait partie du processus d'écriture. La concision, c'est comme une des étapes presque finales, à part la réécriture. C'est une étape qui est cruciale au moment de la création, qu'on finit par développer avec les exigences du marché, puis j'aime pas tant ce mot-là, mais de la société, avec l'influence, entre autres, du cinéma, de la série, où qu'on veut tout aller vite, rapidement. Fait que moi, qui est un auteur qui aime le lyrisme, la description, il faut que je me modère, là, où je canalise ça, parce que les gens veulent du rythme. Donc, c'est un exercice, la concision, qui nous accompagne tout le long du processus créatif. Puis si on prend son hors-champ, mais dans Les Ventes d'acier puis et le monde brûlant, vous ne mourrez pas, pardon, que j'ai sorti en 2018. Oui, c'est ça, 2018. C'était après 6 ans d'éclipse, c'était mon retour. J'avais trouvé un nouvel éditeur. Puis là, je changeais d'époque. Je passais du Moyen-Âge à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est une seule histoire. On suit 5 personnages, pardon. 5 tankistes dans un char d'assaut, donc dans Les Ventes d'acier et Vous ne mourrez pas étant la suite. Là, je suis presque de mémoire, là, je vous dirais 240 000 ou 250 000 mots. Fait que là la concision n'est pas là. Puis là, je le réalisais dernièrement. Ça crée, on a le temps d'aller au fond, d'exploiter chaque personnage, mais il n'y a peut-être pas ce rythme allaitant qui est l'exigence du marché actuel qu'on retrouve dans Et le monde brûlant, puis le naufrage d'un monde qu'on a en dessous. Le fait que le monde, dans les deux titres, c'est une volonté, et c'est qu'il y a un clin d'œil, il y a un personnage qui revient dans les deux mondes, dans les deux livres. Puis Le monde brûlant. 2023, oui, mon 2023. Dernier roman historique, mon dernier roman de guerre, qui est intéressant, qui a une résonance dans l'actualité, puisque ça raconte, entre autres, 4 points de vue. 2 soldats allemands, dont un qu'on retrouve dans le naufrage d'un monde aussi, qui se passe en 45, celui-là, puis lui, comme je l'ai expliqué, en 41. Et donc, 2 points de vue allemands sur le début de cette invasion-là, puis 2 points de vue soviétiques, mais plus précisément 2 points de vue ukrainiens. Donc, moi, j'ai écrit ça avant que l'invasion russe ait lieu en 2000... Je ne vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est 2022. Fait que j'ai écrit ça, il est sorti en 2023, mais j'ai écrit ça avec l'invasion. Ce n'est pas une volonté de capitaliser sur cette souffrance-là, mais c'est juste que je trouvais ça intéressant d'amener ces 2 points de vue-là. Donc, un très pro-Moscou et un très anti-Moscou. Puis lui, j'explique pourquoi ces gens-là ont pu accueillir les nazis comme les libérateurs, étant donné que d'un, ils ne savaient pas ce qui s'en venait, mais surtout, ces pauvres gens-là avaient connu une série de drames comme on n'en a pas connu au 20e siècle, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, qui fait de mémoire environ 2 millions de morts dans l'armée russe. Ensuite, la guerre civile en Russie, qui est la volonté ce qu'ils ont appelé les Blancs, les royalistes, les tsaristes, de s'opposer à l'armée rouge, qui était l'armée de la révolution bolchevique. De mémoire, j'ai votre mémoire, citez pas ça dans votre doctorat, mais c'est dans cette guerre civile-là, c'est 10 millions, je crois, de morts. À la suite de quoi, dans les années 30, Staline, pour casser cette paysannerie-là ukrainienne qui était hostile à Moscou, qui avait des courants nationalistes, a organisé ce qu'il a appelé la découlakisation,
très payant Scrabble, qui est en fait une espèce de réingénierie sociale qui a créé qui a envoyé, encore une fois, j'y vais de mémoire, là, je pense que c'est 2-3 millions de morts, ce qui a engendré une famine qui a tué 6 millions d'Ukrainiens. Et donc, ces gens-là, quand l'armée nazie est arrivée, comme je dis, ils ne savaient pas ce qui s'en venait. Il y avait la haine du communisme et de Moscou, qu'on peut comprendre. Fait qu'il y en a certains qui ont accueilli l'armée à bras ouverts. Donc, ça explique, puis ils vont déchanter très vite, parce que les nazis ne sont pas venus pour libérer, mais pour asservir et exterminer. Mais tout ça va expliquer, peut avoir une résonance dans l'actualité, un éclairage nouveau. Je ne dis pas que l'histoire va toujours éclairer l'actualité, mais dans certaines circonstances, comme là, où que Poutine réactive la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, en parlant entre autres des nazis en Ukraine, puis il réactive le traumatisme, parce que pour l'armée, on l'oublie souvent, là, peut-être qu'on est hors un peu du sujet, mais je reste historien, fait qu'il y a un historien derrière l'écrivain. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est une des choses que je veux vraiment raconter dans mes romans de la Deuxième Guerre. J'en ai 4, puis ils se passent tous dans la guerre germano-soviétique, donc la guerre à l'Est, qui oppose l'Allemagne à l'URSS. 85%, les historiens vont dire des fois 80, des fois les plus basses estimations vont à 75, mais 80, on va dire 85% des soldats allemands qui vont mourir lors de la Deuxième Guerre mondiale meurent sur le front de l'Est. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Et pour l'armée allemande, le régime nazi, mais aussi l'armée allemande, de façon générale, va mener une guerre extrêmement brutale. On va penser que c'est une violence paroxytique, difficile à dire ça aussi, mais donc, à son paroxysme exacerbé, qu'on va pouvoir casser la résistance. Donc, on va brûler des villages, comme on le voit sur le livre, puis comme on va le mettre en scène, quand je le mets en scène dans mon roman, parfois même, hélas, avec les populations dans les villages. Et bref, pour les Russes, c'est 20 millions de morts à la Deuxième Guerre mondiale. Les Américains, ça c'est civil et militaire. Là, j'aurais dû préparer plus mes chiffres, mais de mémoire, c'est 12-13 millions de soldats morts, puis 7 millions à peu près de civils. Les soldats américains perdent 400 000 personnes dans toute la Deuxième Guerre mondiale, y compris le front du Pacifique. Fait qu'on comprend à quel point, pour la Russie, ça a été très difficile de se sortir de cette mémoire-là, parce que le pays va être détruit, anéanti, et ça va avoir une résonance. On ne peut pas sortir de cette guerre-là avec une mémoire collective intacte. Puis d'autant plus que l'URSS, qui est le régime politique qui était là au pouvoir jusque dans les années 90 avec la chute du mur de Berlin, avait seulement cette réussite-là, ou presque, à mettre de l'avant. C'est-à-dire, on a détruit, on a battu l'armée allemande, c'est nous autres qui avons gagné la Deuxième Guerre. Fait qu'ils vont beaucoup l'utiliser en installant une espèce de mythe d'une nation très unifiée contre l'Allemagne, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens vont accueillir à bras ouverts l'armée allemande. Fait que ça va être c'est tout ça, en fait, ce bouillon-là d'événements, d'émotions, de culture que je mets en scène dans mes romans. Puis moi, je suis un historien beaucoup des cultures, des valeurs, des pensées, de la psychologie. Donc, c'est psychologique, puis j'essaie de ne pas remettre en scène juste la civilisation matérielle, comme font beaucoup d'auteurs. Ils font des documentations pour voir comment les gens vivaient, les vêtements, l'alimentation. Je pense, mettons, au pilier de la Terre, il va vraiment mettre l'accent sur les cathédrales, mais en oubliant que ces gens-là étaient complètement différents dans leur vision et leur façon d'être au monde. Donc, moi, je présente ça. Puis comme c'est des romans de guerre, c'est beaucoup axé sur la psychologie du soldat au feu, comment il réussit à survivre à cette espèce de technique déchaînée, ces puissances matérielles-là qui les broient, les obus de 150 mm, par exemple, qui sillonnent le champ de bataille, chacun libérant à peu près 1000 éclats d'acier qui peuvent tuer quelqu'un à 100 mètres. Donc, c'est comment ces gars-là survivent à ça, là, psychologiquement. Physiquement, il en meurt beaucoup d'ailleurs, mais psychologiquement, c'est pour continuer à combattre, c'est un mystère à nos yeux de modernes qui sont très tranquillos dans leur vie. On a vu tous les impacts que la COVID a eu sur nos vies, alors qu'on avait, pas sans entrer dans les débats, mais
c'était une maladie quand même à faible létalité pour les gens, les gens en bonne santé, bien important, puis c'est normal, en tout cas. Ça a tout désorganisé les sociétés, puis on voit comment ces sociétés-là réagissaient à des crises de mortalité extrêmes comme ça. C'est comment elles réussissaient à dépasser, puis à passer ça, à surmonter ça. C'est des questions que j'ai comme historien, puis que je transpose dans mes romans, parce que c'est intriguant. Ben, c'est intriguant. Oui. C'est intriguant, mais ouais, ben, je ne veux pas avoir de... C'est un objet historique intéressant. Exactement. Fait que là, je suis passé par bien des détours pour jaser de toutes sortes de choses, mais... C'est parfait. Écoute, on voit que tu es très passionné et ça doit se transmettre dans tes ouvrages, justement. Je pense bien, oui. Ben, je t'écoute en parler avec passion depuis tantôt et je me demande, est-ce l'ouvrage qui t'a le plus passionné ou, en général, ils t'ont tous interpellé? Je vais être très honnête. Là. Bon, on peut aussi parler de celui-là qui est en dessous, mais Naufrage d'un monde. Mais en fait, si je raconte la fin de la Deuxième Guerre, c'est quand l'armée rouge arrive en Allemagne, là, assoiffée de vengeance, puis pour les raisons que j'ai expliquées, que l'armée allemande s'était comportée de manière brutale, mais c'est plus que ça. Puis j'explique un peu les raisons pourquoi il y a eu ce déchaînement là, de violence et, hélas, de viol à grande échelle. 2 millions de femmes allemandes violées, c'est quelque chose. Je balance beaucoup de chiffres. Déjà, je n'ai pas dit de trop m'avertissement avant cette entrevue-là. L'histoire est très dure, puis c'est ça le front de l'Est. Puis il ne faut pas se jouer à l'autruche. Mais tout ça pour dire que oui, mes romans historiques sont vraiment... je vais mettre mes tripes, c'est là que je me documente le plus, c'est là que j'ai le goût de raconter des choses, c'est là qu'il y a une réflexion sur la condition humaine, comment justement on en revient à ce que je disais, comment l'humain finit par être capable ces ressources-là, cette capacité-là à affronter des crises de surmortalité épouvantables comme ça, puis là, on se questionne, puis puis je trouve ça intéressant. Puis je pense que là, ça a l'air d'un gars qui prêche pour sa mémoire, mais le roman historique-là, cette capacité-là de s'inscrire dans une littérature, là, je cherche mes mots, mais plus grande. Je ne veux pas avoir l'air d'avoir de mépris pour d'autres formes de littérature. Chaque forme de littérature a son sens et son rôle, mais je trouve que ça n'en dit plus sur l'homme avec un grand H, puis ça nous amène plus loin que peut l'amener, même si j'aborde certains thèmes importants dans mes romans d'horreur, à mon avis. Puis c'est peut-être juste moi qui aime mieux les romans historiques aussi, mais en tout cas, fait que oui, Le Monde brûlant, Naufrage d'un monde, Dans les ventes d'acier, que j'ai écrit, qui se passe au milieu de la guerre, qui est les premiers Allemands qui combattent au bord du char d'assaut Tigre sur le front de l'Est. Je pense qu'ils ont quelque chose à offrir de plus, donc j'en suis plus fier à quelque part et je les apprécie plus, on pourrait dire. Je sais pas. Oui, je les apprécie plus. Oui, je pense que puis chaque auteur, si on les questionnait, c'est pas comme avec nos enfants. On peut dire qu'on en aime plus que d'autres. Il y en a qu'on écrit plus parce que des fois, on a des commandes ou des fois, on paye pas notre maison en authenticité non plus ou en passion. Mais c'est comme tout. C'est comme les musiciens. Moi, j'aime beaucoup le vieux rock progressif Genesis dans les années 70. C'était de la musique prog. Ils ont pris le virage pop dans les années 80. Il y a sur une carrière de musicien ou même plus près de ma réalité, je prends Malajube, qui est un petit groupe un peu que pas grand monde nécessairement vont connaître. Quoique les mélomanes vont se rappeler. Moi, j'adore Malajube. J'adore aussi. Oui, c'est ça. Bon, on prend leurs deux premiers albums. On est vraiment prog avec des structures très complexes. Le dernier, La Caverne, des petites chansons ramassées de 2-3 minutes parce qu'ils voulaient faire les radios, parce que ces gars-là avaient 30 ans. Puis je les écoutais en entrevue. Là. Peut-être que s'ils m'écoutaient, ils diraient que c'est pas ça, mais moi, j'avais parlé un peu avec le chanteur Julien Minot, puis à la sortie d'un spectacle, puis il me l'avait dit, ils ont sorti un album parce que ils n'arrivaient plus, ces gars-là. Et s'ils voulaient continuer à faire la musique, il fallait que ça vende un peu plus. Puis là, ça a fait un album qui, moi, personnellement, c'est pas mon préféré. Je sais pas pour toi, mais en tout cas. Mais je pense que les amateurs ont moins suivi aussi. Puis après, le groupe s'est dissous parce qu'ils n'y arrivaient plus. Puis la musique, mais c'est presque...
c'est difficile pour les musiciens. Mais les auteurs aussi, c'est pas facile, c'est pas une autre réalité. Non, on a c'est ça. presque tout un autre boulot alimentaire, puis on essaie d'écrire en parallèle à ça. Là. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as voulu explorer les romans d'horreur? C'est plein de raisons. Là. En fait, l'horreur, moi, quand j'étais ado, à 15-16 ans, c'est les premiers romans qui m'ont vraiment accroché. C'est les romans de H.P. Lovecraft, l'univers Lovecraftien, avec ces créatures-là, des abysses sidérales, là, pour citer un de mes sidéraux, pour citer un de un titre de roman. Et en fait, j'avais beaucoup aimé ces livres-là. C'est des livres qui ont été marquants dans la construction de mon imaginaire. À cette époque-là, même, je faisais du jeu de rôle. On faisait des jeux de rôle. Je créais des histoires, les défis que mes amis personnages affrontaient. Et après ça est arrivé l'histoire, j'ai mis ça de côté, l'univers Lovecraftien d'horreur. Puis dans les années fin 2010, là, 2017, 18, 19, Simon Rousseau, qui est mon patron, que je salue, qui a sorti le concept d'un des plus grands succès d'édition moderne au Québec là, des dernières années, Les Contes interdits. C'était un très grand succès. Je voyais ce succès-là. Fait que moi, ça me donnait le goût d'écrire l'horreur puis de l'essayer pour voir aussi. J'avais écrit mes romans Dans les ventes d'acier, puis Vous ne mourrez pas, Deuxième Guerre mondiale, puis là, j'avais le goût d'essayer d'autres choses aussi. Fait que là, j'ai écrit La Chasse-Galerie, qui est sortie en 2020 ou 2021. Et ça me donnait le goût d'écrire d'autres choses. Puis en même temps, c'est des constructions narratives qui sont assez semblables dans la mesure que si un soldat du front de l'Est découvre un charnier ou affronte un bombardement ou un personnage d'aujourd'hui découvre une créature extraterrestre ou est confronté à des horreurs sans nom. Il y a des réactions. La peur, la terreur viscérale est au centre de l'expérience des personnages, que ce soit dans un roman historique ou dans un roman d'horreur. Fait qu'il y avait des ponts, des continuités narratives qui me donnait le goût aussi de jouer dans ce carré de sable-là, puis de retourner dans mes amours anciens, de dépoussiérer mes livres de Lovecraft. Fait que c'est pour ça que j'ai écrit La Chasse-Galerie en 2021. Après ça, j'ai écrit la suite, qui est une forme de suite, là, Vorace, la créature des abysses sidérales. Puis cette année, 2024, donc j'oublie le mois. Non, on est en 2020. Oh non, 2025. Oui, c'est ça. Ça va vite. Hein? À l'automne 2024, au novembre 2024, j'ai sorti La Corriveau. OK. Puis là, bon, je comprenais entre les branches que les gens n'avaient pas, dans l'horreur, ne cherchaient pas nécessairement la science-fiction. Ils voulaient des choses plus qui avaient une possibilité, qui avaient un réalisme qui faisait que ça pouvait nous arriver. Bref. Fait que j'ai écrit La Corriveau, puis là, j'ai mis de côté tout ce qui est horreur, science-fiction. Puis je suis arrivé avec, c'est ça, des romans un peu... comment qu'on appelle ça? Je pense qu'il y a un terme pour le cinéma, là, mais en tout cas, des romans de torture, on va le dire franchement. Fait que La Corriveau, c'est ça. Puis, c'est ça, je vais être bien honnête, c'est un genre que j'affectionne moins à écrire. OK. Fait que ce qui m'a permis... Avec les créatures puis la science-fiction, ça me donnait un prétexte à cette horreur-là puis ces souffrances-là. Fait que ça m'aidait. J'ai aimé les écrire puis ça donnait un sens à tout ça. Mais avec la torture, un réaliste, c'est moins quelque chose qui me parlait. Fait que qu'est-ce qui m'a raccroché beaucoup à la motivation d'écrire ce projet-là, c'est de raconter, je reviens à l'histoire. Donc, on est dans l'histoire il y a un tueur fou qui s'inspire d'une créatrice de contenu qui fait un décompte des pires tortures de l'histoire, puis il décide de les tester. Super. Ouais, super. Mais Les Contes interdits, c'est une série. Pour les âmes, on avertit les lecteurs, public, lectorat averti. C'est pour les gens qui aiment les sensations fortes. Oui. Et puis là, parce que j'ai lu le début, hein, je ne veux pas te couper, je reviendrai sur mon idée. Tu peux continuer. Et donc, c'est peut-être l'influence du cinéma et même plus de la série. Les gens veulent des sensations fortes, puis les plus fortes possibles. Fait que ça repousse un peu
toujours les barrières de, comment dire, du dégoût, de l'abjection. Donc, il faut aller puiser dans les recoins les plus sombres de son âme pour trouver des situations qui font écho aux vies des gens, mais qui seraient leur pire cauchemar. Fait que dans Vorace, c'est pas mal celui-là qui... Ouais, c'était un bon moteur. Oui. Lui, c'est lui qui m'a... Si j'ai trouvé dur d'écrire la Corriveau, c'est Vorace qui m'a amené dans les coins les plus... comment dire? Mes peurs les plus secrètes et intimes de père, on va le dire. De père, la de dédicace père. le dit très bien Ouais. à mes enfants, à l'immense terreur que j'éprouve à l'idée de les perdre. Oui, c'est ça. Donc, moi aussi, deux ça fois m'a papa, intriguée. ouais, c'est ça. Ouais. Puis dès l'intro, ben, tu as lu l'intro, c'est ça que tu disais. Je campe cette peur-là quand même pour aller comment dire, c'est la main qui tord les entrailles du lecteur là, pour aller chercher dans les zones les plus, comme je dis, les plus sombres, là, les raccoins les plus sombres, les peurs les plus sombres. Là. Ouais. Écoute, on aurait pu continuer pendant 1 heure, je pense. Le temps file. Félicitations pour tous tes ouvrages, parce que tu sais, t'es pas vieux, là. J'ai 41 ans. 41 ans. Bon, je voulais J'ai pas commencé nécessairement... à 25, ça fait en ouais. 2009, je fais bien mes calculs, ça fait en 15 ans, j'ai fait 11 romans. Puis j'ai eu un éclipse de 2012 à 2018. J'ai continué à écrire ma saga féodale. Je suis rendu à 5-6 tomes, mais mon éditrice a mis... on a arrêté cette série-là. Fait que j'ai comme 2-3 livres qui dorment dans mes cahiers ou dans mes boîtes qui n'ont pas servi puis qui expliquent cette éclipse-là. Donc, il y a peut-être des projets en poche, mais pour l'instant... Oui, mais les séries à plusieurs tomes, comme je le disais, le format est vraiment aux œuvres courtes qui sont, en tout cas, qui forment des univers clos, là, qui ne se poursuivent pas. Fait que le marché n'est pas très favorable à ces séries-là de plusieurs tomes, comme ça l'a été plus autour dans les années 2000. Parfait. Mais merci beaucoup, Gabrielle Thériault, qui était avec nous pour l'émission.